Bonjour, je m'appelle Francis Pouliot, ingénieur agricole au Centre de développement du port du Québec. Il me fait plaisir de vous présenter cette capsule portant sur les méthodes pour favoriser les conditions d'ambiance en période hivernale dans les bâtiments porcins. En fait, la zone de thermoneutralité est une plage de température où l'animal se sent confortable à une vitesse d'air donnée, pour une dépense minimale d'énergie. Plusieurs facteurs influencent la zone de thermoneutralité, dont l'âge de l'animal, la vitesse d'air au plancher, le type de plancher, etc. En fait, plus la vitesse d'air est élevée, plus la zone de thermoneutralité est affectée. Comme le montre le graphique en engraissement, la zone de thermoneutralité varie en fonction du poids des parts. La courbe supérieure indique la température critique supérieure, ou TCS, en haut de laquelle les parts commencent à souffrir de stress thermique. Et la courbe inférieure, qui constitue la température critique inférieure, en bas duquel les animaux ont froid et consommeront une proportion croissante d'aliments pour maintenir leur température corporelle. Cette étude de Baker 2004 est très intéressante. En effet, elle mentionne qu'il est important de considérer la température ressentie, qui est influencée principalement par le type de plancher, la vitesse d'air et l'isolation du bâtiment pour déterminer la zone de thermoneutralité. Par exemple, un plancher en béton sec a pour effet d'engendrer un refroidissement de 9 degrés Fahrenheit, mais de 18 degrés Fahrenheit si mouillé. De plus, à une vitesse d'air une vitesse d'air de 30 pieds minutes, le refroidissement est de 7 degrés Fahrenheit. Plus la vitesse sera élevée, plus grand sera l'effet de refroidissement. Également, durant la saison froide, des murs et plafonds isolés à air 30 ont un effet de refroidissement par radiation de 1 degré Fahrenheit. Voici des exemples de calcul de température critique inférieure et supérieure en fonction de la température ressentie, telle que mentionnée par Baker 2004. Ainsi, pour des ports sur des lattes de béton avec 30 pieds minutes de vitesse d'air et un bâtiment isolé à air 30, pour des ports de 80 kg, en considérant pas la température ressentie, la température critique inférieure est de 50 degrés Fahrenheit, alors qu'elle passe à 61,8 degrés Fahrenheit en considérant la température ressentie. Pour ce même exemple, la température critique supérieure, en fonction du ressenti, est de 70,8 degrés Fahrenheit. Avec des parts de 130 kg, avec des parts de 130 kg, pardon, la température critique inférieure, avec ressenti, passe à 56,8 degrés Fahrenheit et la température critique supérieure à 67,8 Fahrenheit. Par conséquent, à une température inférieure à la zone de thermoneutralité, l'énergie sert au maintien de la température corporelle. Ainsi, on a une augmentation de l'ingéré moyen quotidien, ce qui engendre une augmentation de la conversion alimentaire, une augmentation du risque de maladie ou de mortalité et engendre une augmentation du coût de production. À une température supérieure à la zone de thermoneutralité, on peut noter une réduction de l'apport d'énergie pour maintenir la température corporelle, ce qui a pour impact de réduire l'ingéré moyen quotidien, d'augmenter également les risques d'agression et de mortalité, d'augmenter les coûts de chauffage, d'augmenter le coût de production et de réduire les revenus. Dans un premier temps, je vais traiter du confort des porcelets en hiver. Pour ceux qui ont écouté la capsule sur le confort des porcelets en été, verront que la présente section est similaire dans les deux cas. En effet, la température élevée requise pour les porcelets dans la première semaine de vie fait en sorte que c'est l'hiver à l'année durant cette période pour les porcelets. À la naissance, les porcelets quittent l'utérus de leur mère qui est à 39 degrés Celsius. Pour réduire le choc thermique lié à la naissance, il est important d'avoir suffisamment de chaleur les 48 premières heures de vie
pour une transition graduelle à leur nouvel environnement. Comme vous pouvez le constater sur le tableau, la température requise au niveau des porcelets réduit avec l'âge de ceux-ci. Ainsi, aux températures requises pour leur première semaine de vie, même en été, c'est l'hiver pour eux. À leur naissance, les porcelets sont très maigres, dépourvus de poils, et ils ont donc peu d'isolant thermique et perdent beaucoup de chaleur. Ainsi, afin de maintenir leur température corporelle, les dépenses de thermorégulation sont 2,6 fois plus élevées qu'au sevrage et correspondent à plus de 60% de l'énergie disponible à la naissance. Bien entendu, il est important d'assécher rapidement les porcelets après leur naissance pour ne pas accentuer cette perte de chaleur. Pour minimiser la perte de chaleur par les porcelets, des sources de chaleur doivent être utilisées pour les réchauffer, tout en évitant de chauffer les truies. L'utilisation de lampes infrarouges ou en combinaison avec un tapis chauffant est à favoriser dans les 48 premières heures de vie. Il est important d'observer les porcelets et mesurer la température à leur niveau dans la niche afin d'ajuster l'intensité du chauffage aux besoins. Par temps chaud, en été, il est recommandé d'éteindre les éléments chauffants pour ne pas exacerber l'inconfort thermique des truies. En premier lieu, il est important de minimiser les courants d'air sur les porcelets. Le défi est d'avoir des conditions optimales tant pour la truie que ses porcelets. Idéalement, il est souhaité d'avoir environ 17,8 degrés Celsius pour la truie et 35 degrés Celsius pour les porcelets à la naissance et 22,2 degrés Celsius à 21 jours. Comment y arriver? C'est en créant un microclimat pour les porcelets avec une niche qui conservera la chaleur au niveau des porcelets tout en permettant d'abaisser la température dans la salle pour la truie. Afin d'adapter les conditions d'ambiance selon la réalité des porcelets à chacune des cages, il est recommandé d'utiliser un système de contrôle permettant d'ajuster de manière indépendante pour chaque cage l'intensité des lampes infrarouges et ou les tapis chauffants en fonction du poids des porcelets et de la température désirée. L'idée est de créer un microclimat répondant aux besoins des porcelets tout en favorisant l'ambiance pour la truie. Il est important de concevoir la niche à porcelets de façon à minimiser les courants d'air froid en hiver sur les porcelets. Discutons donc maintenant du confort des truies en hiver. Tel que discuté également dans la capsule pour la période estivale, le présent schéma montre les conséquences de l'augmentation de température ambiante sur les principaux mécanismes impliqués dans la thermorégulation des truies en lactation. En rappel, une truie qui a chaud est une truie qui mange moins, produit moins de lait. Les porcelets ingèrent moins de lait, ce qui a pour impact de réduire leur poids au sevrage. Et ce, c'est sans compter le risque d'avoir une problématique au niveau de l'avenue en chaleur au sevrage. Ainsi, il est à noter que même en hiver, il est possible d'avoir des températures de consigne trop élevées par rapport à ce que la truie désirerait. Comme il peut être constaté sur le présent graphique, la truie débute sa lutte contre la chaleur au-dessus de 18 degrés Celsius dans la salle. Donc, et la température désirée pour la truie varie entre 12 et 20 degrés Celsius. Alors, même en hiver, les truies peuvent avoir chaud selon la température dans la salle. Même en hiver, la température ambiante dans la salle a un impact significatif sur la prise alimentaire des truies lactantes. Plus il fait chaud au-dessus de 18 degrés Celsius, plus la réduction de consommation d'aliments par la truie s'accélère. Ainsi, entre 18 et 25 degrés Celsius, la truie diminue sa consommation d'aliments de 150 grammes par jour par degré Celsius. À titre d'exemple, une truie logée à 21 consommera 462 grammes par jour de moins qu'à 18 degrés Celsius, ce qui est considérable. En bloc CI, en cage, la température critique inférieure est de 12,2 degrés Celsius. En considérant la température ressentie, il est suggéré de viser une température ambiante d'environ 18,3 degrés Celsius. En constellation en groupe, la température critique inférieure est également à 12,2 degrés Celsius.
En considérant la température ressentie et le fait que les truies peuvent se coucher collées, il est suggéré de viser une température ambiante d'environ 16,7 degrés Celsius. Parlons maintenant du confort en hiver en engraissement. Comme mentionné pour la capsule pour la période estivale, la génétique évolue et les porcs sont de plus en plus performants. Le gain quotidien augmente et les porcs consomment plus, ce qui a pour effet d'augmenter la production de chaleur des porcs de 12 à 35 entre 1998 et 2004. En reprenant l'exemple précédent, pour le calcul de la température critique supérieure en fonction de la température ressentie, la température critique supérieure des porcs de 130 kg est de 67,8 degrés Fahrenheit. Dans l'hypothèse où des porcs de 130 kg sont logés à une température ambiante de 70 degrés Fahrenheit, ce qui constitue une température de consigne élevée, ça occasionne un stress thermique même en hiver, car la température critique supérieure est de 67,8 degrés Fahrenheit pour ce poids de porc. Ainsi, en augmentant la température de consigne, on réduit le confort, on réduit le taux de ventilation, ce qui a un impact pour avoir une diminution de la qualité d'air et engendrer une augmentation de stress. On va augmenter le coût de chauffage et les agressions. Donc, au global, on va augmenter une problématique au niveau confort des animaux et augmenter les coûts de chauffage. Le concept de zone de confort est un principe de base important en ventilation et en production porcine. En fait, il faut éviter des changements de conditions brusques au niveau de la vitesse, au niveau du débit d'air, au niveau de la température. Et puis, l'impact des conditions d'ambiance va varier selon la saison. Ce qui est bien important, c'est d'observer le comportement des porcs pour identifier et corriger les situations problématiques. Les porcs sont résilients, ils peuvent s'adapter, mais jusqu'à une certaine limite. La vitesse d'air a un effet de refroidissement qui peut être important sur les porcs en hiver. Ainsi, au-dessus de 40 pieds minutes, une augmentation de 20 pieds minutes équivaut à une diminution de 1,8 degrés Fahrenheit pour la température ressentie par un porc. Bien entendu, le refroidissement sera supérieur avec un porc plus léger. Ceci influencera la santé des animaux et leur performance. Par conséquent, la vitesse d'air au plancher a un impact majeur sur le choix de la température de consigne et au niveau de la conversion alimentaire. Cette photo a été prise dans un engraissement avec 6 pieds de latte près du corridor, 6 pieds de latte au fond, avec un 6 pieds de plancher bétonné au centre. Un objectif très important, la zone bétonnée doit rester propre. Pour ce faire, il faut contrôler les zones de déjection afin qu'elles soient situées sur les lattes. En engraissement et en pouponnière, les zones de défécation sont habituellement situées dans les coins des parquets, autour des trémies et aux endroits où il y a un courant d'air froid. Donc, la zone bétonnée au centre, sur la zone bétonnée au centre, il ne doit pas y avoir de courant d'air en hiver, automne et au printemps. Pour ce type de plancher, en hiver, il faut cibler la tombée d'air, la tombée de l'air froid sur les lattes à l'arrière. À la suite de différentes observations, on a pu remarquer lors de l'évacuation de lisier avec un système de gratte qu'il y a plus de lisier dans le dallo arrière par rapport au dallo avant, ce qui dénote l'impact important de la ventilation sur la zone de déjection. Dans un projet réalisé en 2010 par le CDPQ, des essais ont été réalisés pour mesurer l'impact de 3 courbes de température sur les performances géotechniques en engraissement. Il y a eu une stratégie chaude qui faisait passer la température en début de l'eau à 72 degrés Fahrenheit pour la réduire jusqu'à 68. Donc, il y avait une stratégie ensuite intermédiaire où on démarrait l'élevage à 71 pour terminer à 63. Et finalement, il y avait une stratégie froide où la température débutait à 70 et pour se terminer à 58 degrés Fahrenheit en fin d'élevage. Les résultats du projet ont montré que les performances animales n'ont pas été statistiquement affectées, peu importe la courbe de température. Par contre, les stratégies de température intermédiaire et froide par rapport à la stratégie chaude ont permis de réduire les émissions d'ammoniac de 24 les émissions de méthane de 42 et au bout de piste, réduire
les besoins en chauffage de 60% annuellement avec la stratégie froide. Pour optimiser la consommation de propane ou de gaz naturel et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant l'utilisation d'énergie fossile, il faut bien ajuster la température de consigne ainsi que la ventilation minimum au niveau des ventilateurs de premier palier. C'est important de bien ajuster la ventilation minimum, car la ventilation est responsable d'environ 70 à 85 des pertes de chaleur durant l'été. Il faut donc faire un compromis entre le coût en énergie et la qualité d'air, c'est-à-dire le niveau de gaz et d'humidité dans la salle. Il ne faut pas sous-ventiler pour économiser de l'énergie, seulement pour économiser de l'énergie, car ça peut avoir un impact sur la santé des animaux et des travailleurs, ce qui est potentiellement beaucoup plus dommageable que le fait d'économiser en énergie. Que faire maintenant en automne et au printemps? En automne et au printemps, le défi est de gérer les fluctuations importantes de température extérieure jour-nuit, ce qui peut se faire en ajustant adéquatement les écarts et les différentiels de ventilation et en calibrant adéquatement l'ouverture des entrées d'air en fonction des paliers de ventilation. Voici les références utilisées pour la préparation de cette capsule. Je vous remercie pour votre attention et merci aux collaborateurs pour leur contribution.